Vous est-il déjà arrivé d'entendre être bipolaire, c'est changer d'humeur sans raison? Le trouble bipolaire, ça influe seulement sur l'humeur, non? Les personnes bipolaires sont constamment en période dépressive ou en période maniaque. Bien que ces affirmations semblent populaires, aucune d'entre elles n'est véridique, d'où l'importance de mettre les choses au clair. Le trouble bipolaire ou trouble maniaco-dépressif se présente sous différentes formes et à différents degrés. Différents facteurs peuvent être à l'origine du trouble bipolaire, que ce soit les facteurs héréditaires, biologiques ou environnementaux. Un lien entre la génétique et le trouble bipolaire a pu être remarqué au cours des dernières décennies. En effet, les individus qui ont un parent ou un membre de la famille atteint courent 7 fois plus de chances de développer un trouble bipolaire. La fréquence d'apparition du trouble augmente selon le nombre de membres atteints chez la famille. Par contre, il n'existe pas de gène du trouble bipolaire, ou du moins celui-ci n'est pas encore identifiable. Un dysfonctionnement électrique et biochimique du cerveau peut expliquer la bipolarité. Les neurones du cerveau partagent des informations grâce à la conduction nerveuse qui permet à l'influx de se propager. Les neurones communiquent entre eux par les synapses, qui sont le point de rencontre de l'axone d'une cellule nerveuse et la dendrite d'une autre. Les vésicules synaptiques contenues dans une synapse vont sécréter un neurotransmetteur qui se rend du premier neurone au récepteur du deuxième. Des exemples de neurotransmetteurs sont la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline. Les neurotransmetteurs exercent diverses fonctions comme la régulation du plaisir, la régulation de l'humeur, l'attention, la concentration, le sommeil, l'appétit et la gestion de l'anxiété. Le cerveau est économe et beaucoup de ces neurotransmetteurs vont être récupérés par des mécanismes de type recapteur. Or, chez une personne ayant un trouble bipolaire, ces mécanismes de récupération seraient déficients. Le milieu dans lequel un individu évolue peut favoriser ou diminuer le développement des symptômes bipolaires. Le trouble bipolaire de type 1 est caractérisé par un accès de manie et de dépression majeure. Il peut être diagnostiqué même s'il n'y a présence que de manie et aucune présence de dépression. 2. Pour le trouble de bipolaire de type 2, on le définit comme un accès d'hypomanie, c'est-à-dire une manie, mais de faible degré, pendant au minimum 4 jours, ainsi que des accès de dépression majeure. Pour le cycle cyclotimique, on le caractérise par une présence de symptômes d'hypomanie et de dépression non majeure à plusieurs reprises, donc de manière répétée. Également, pour les cycles rapides, la présence de 4 accès de dépression majeure, de manie ou d'hypomanie en 1 an est nécessaire au diagnostic. Ce type est principalement présent chez les adolescents et touche surtout les femmes ou les personnes ayant des troubles thyroïdiens. Finalement, pour le trouble mixte, on le définit par la présence de symptômes de manie et de dépression majeure au cours d'une même période de 24 heures, presque tous les jours pendant au moins une semaine. Les accès de manie ou de dépression peuvent survenir à différentes périodes caractéristiques de la vie. Le nombre d'accès se situe approximativement autour de 10. Une personne atteinte du trouble bipolaire n'est pas toujours en phase maniaque ou dépressive. Il existe également des périodes d'humeur normale qui séparent ces phases, qu'on appelle la phase euthymique. Une personne atteinte de bipolarité passera de la phase maniaque à la phase dépressive en intermittence avec des phases euthymiques. La phase dépressive dure approximativement 10 mois et la phase maniaque 3 à 6 mois. La période d'humeur normale entre 2 accès a tendance à être plus courte au cours des 5 premiers accès. La phase dépressive, également appelée bas de la maladie, se caractérise par une tristesse de l'humeur. Donc la personne atteinte peut avoir le cœur gros, une perte de jouissance de la vie, elle peut s'auto-culpabiliser pour des choses du passé, elle peut également voir tout en noir, se dévaloriser, penser d'être atteinte d'une maladie incurable et peut souhaiter la mort.
Également noter un ralentissement de la pensée qui se manifeste par une difficulté à s'exprimer clairement, des capacités d'attention et de concentration diminuées, des réponses monosyllabiques et une incapacité de faire des phrases complètes. Plus d'un ralentissement de la pensée, il peut exister un certain ralentissement moteur. Ce ralentissement se caractérise plutôt par une perte d'intérêt, un état de fatigue. La personne veut dormir continuellement, les soins personnels comme se laver, se nourrir, s'habiller deviennent une corvée difficile. Il peut y avoir des troubles de l'appétit, une perte d'énergie et de plaisir. La personne devient plus solitaire, souffre d'insomnie, peut avoir des idées suicidaires. La phase maniaque, également appelée haut de la maladie, est caractérisée par une exaltation de l'humeur, donc une vitalité et un optimisme anormaux, une extrême confiance dans ses pouvoirs et son charme. Quelqu'un en phase maniaque ne permet aucune critique, devient vite irritable et colérique. Il ne pense qu'au plaisir sans nécessairement faire attention aux conséquences qui y sont associées. Il y a également une absence totale d'inhibition. La phase maniaque se caractérise également par l'accélération du processus de la pensée, c'est-à-dire une pensée rapide et accélérée, des discours incohérents, les pensées vont se bousculer, la personne va passer d'un sujet à l'autre, parler sans arrêt même si personne ne l'écoute. La phase maniaque peut également se caractériser par une hyperactivité motrice, donc la personne sera toujours en mouvement, entreprendra plusieurs projets qui ne mèneront jamais à terme, son jugement sera perturbé, l'activité sexuelle peut s'accroître, la personne ne connaît pas de limite à ses forces. De plus, si son entourage essaie de le raisonner et de le calmer, il peut devenir agressif, méfiant et se sentir persécuté et menacé. Les relations interpersonnelles peuvent être particulièrement difficiles pour une personne bipolaire. Les phases aiguës de la maladie sont des périodes de fragilité, souvent à l'origine d'affrontements. Durant la phase dépressive, la famille est susceptible de ressentir de la culpabilité et de l'impuissance. C'est à eux qu'incombent maintenant les tâches qui ne peuvent être exécutées par leurs proches malades. D'un autre côté, la phase maniaque place la famille dans une position où elle doit supporter les conséquences des actes impulsifs de la personne bipolaire. Et bien souvent, elle doit mettre un frein à ses idées de grandeur. Mais qui peut être atteint de bipolarité? Au Québec, 1% de la population souffrirait de bipolarité, soit environ 83 000 personnes. De ce nombre, on compte pratiquement autant d'hommes que de femmes. N'importe qui peut souffrir de ce trouble un jour ou l'autre dans sa vie, sans distinction d'âge, de nationalité, de niveau de scolarité ou de statut social. Il existe cependant des facteurs qui augmentent la probabilité de souffrir de bipolarité, soit la génétique, le stress ou la consommation excessive d'alcool ou de drogue. Si ces facteurs sont combinés, la prévalence de développer un trouble maniaco-dépressif sera d'autant plus importante. Le diagnostic de la maladie se fait normalement dans la vingtaine. Les premières phases maniaco-dépressives peuvent survenir tôt dans l'adolescence, soit vers 15 ans. Cependant, il est difficile de poser un diagnostic clair à ce moment puisqu'il est normal à cet âge de vivre des changements émotifs. On pose donc un diagnostic lorsque les phases de manie et de dépression deviennent plus évidentes, sachant qu'elles s'accentuent avec l'âge. Les préjugés et la méconnaissance de la maladie entraînent aussi un constat tardif puisque les gens qui en sont atteints ont peur de subir des jugements par rapport à cette condition encore trop taboue dans notre société. Le diagnostic du trouble bipolaire est souvent confondu avec un autre diagnostic qu'on rencontre assez souvent dans la population, c'est-à-dire celui du trouble de personnalité limite. Ils ont 3 symptômes particulièrement qui se ressemblent, mais qui se manifestent différemment tout de même. Il s'agit des variations de l'humeur, l'impulsivité et aussi la colère, l'irritabilité. En fait, dans le trouble bipolaire, les variations de l'humeur sont vraiment circonscrites dans des phases bien particulières de manie ou de dépression, alors que dans le trouble de personnalité limite, les variations de l'humeur sont beaucoup plus rapprochées, beaucoup plus rapides et voire même dans une même journée, il y a des changements d'humeur importants qui sont reliés beaucoup à la façon dont la personne vit les stresseurs, et les vicissitudes de la vie, les contraintes de la vie. Pour ce qui est de l'impulsivité et de la colère, l'irritabilité, c'est aussi dans le trouble bipolaire assez bien circonscrit dans des périodes, des phases bien précises, dont les phases de manie. Alors que dans le trouble de personnalité limite, on voit que c'est quelque chose qui fait plus partie du mode de fonctionnement régulier de la personne. Il existe plusieurs traitements disponibles afin de diminuer les symptômes du trouble bipolaire. Il est possible de les diviser en 2 grandes catégories, soit les traitements issus de la médecine classique et ceux issus de la médecine douce.
Les traitements issus de la médecine classique incluent les médicaments et les électrochocs. Parmi ceux-ci, seul le traitement médicamenteux est inévitable. Une personne atteinte du trouble bipolaire se verra habituellement prescrire des stabilisateurs de l'humeur. Ces médicaments ont pour effet d'atténuer les sauts d'humeur anormales. Ils ne causent pas d'accoutumance et devront être pris durant toute la vie du patient. Le lithium, qui est le psychorégulateur le plus courant, agit de manière à augmenter la quantité de matière grise dans les régions du cerveau qui s'atrophient en raison de la bipolarité, telles que le cortex préfrontal, l'hippocampe et le noyau caudé, des régions connues pour être responsables de l'humeur. Au-delà de ce traitement, le médecin traitant peut aussi prescrire des médicaments d'appoint. Ceux-ci sont des médicaments qui visent un symptôme précis et qui seront pris sur le court terme. Ils visent, par exemple, à contrôler l'anxiété, un problème de sommeil ou une dépression trop intense. Dans ce dernier cas, il se peut que des antidépresseurs soient prescrits. Ceux-ci agissent sur la quantité de sérotonine, de dopamine et de noradrénaline, des neurotransmetteurs présents dans le cerveau. Il est bien important de prescrire des antidépresseurs uniquement lorsque le patient traverse une phase dépressive, car autrement, il pourrait déclencher ou augmenter l'effet des manies. Dans le cas où le patient ne réagirait pas aux médicaments, on peut avoir recours aux électrochocs. La procédure consiste à envoyer un bref stimulus électrique par-delà le cuir chevelu du patient qui est sous anesthésie. Le traitement par électrochoc est de loin le plus efficace. Cependant, il n'a un effet que durant quelques mois. Il doit donc être combiné à des médicaments ou à des séances d'entretien. Dans un tout autre ordre d'idées, on suggérera aux gens diagnostiqués comme bipolaires d'adopter un mode de vie sain. Ils devront donc éviter l'alcool, la drogue, le tabac et la caféine, en plus de s'assurer de dormir suffisamment. Au niveau de la médecine douce, un patient bipolaire recevra aussi des séances de psychothérapie afin d'apprendre à diminuer son stress, qui est l'un des principaux déclencheurs du trouble. La plupart des patients rencontreront aussi des psychoéducateurs, des travailleurs sociaux et des ergothérapeutes afin d'apprendre à vivre avec la bipolarité.